suis partie en Antarctique dans le cadre d'un projet de forage entre le British Antarctic Survey, qui est un institut de recherche à Cambridge en Angleterre, et l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement ici à Grenoble. C'était il y a une dizaine d'années, pas très loin de la mer de Weddell en Antarctique. On est parti forer une carotte de glace d'environ 600 mètres de profondeur. Donc là, c'était des conditions assez extrêmes puisque pendant 2 mois, on était une équipe de 7 scientifiques sur le terrain à vivre dans des tentes. On n'avait pas de chauffage, on mangeait de la nourriture en boîte de conserve ou déshydratée. On avait vraiment un confort assez minimal et il faisait des températures qui variaient entre -10 et -25 degrés. Et donc ça a duré pendant 2 mois. Mais en une saison, on a pu forer les 600 mètres et quelques de carottes de glace. Si par exemple on prend un projet de forage comme le forage Epica Domsée, là c'est un projet de forage où la carotte de glace est extrêmement longue et donc c'est des logistiques qui sont très importantes. En fait le projet Epica c'était issu d'un consortium européen donc qui impliquait une dizaine de partenaires au sein de l'Europe et le forage a pris plusieurs années. Plusieurs années parce qu'en fait en Antarctique pour forer des carottes de glace on va pouvoir y aller qu'au moment de la saison d'été, donc l'été austral, c'est-à-dire typiquement entre le mois de décembre et le mois de février. Et il va être possible en fait de forer de la glace que sur ces 3 mois en fait. C'est pour ça que les scientifiques reviennent tous les ans, plusieurs années d'affilée pour continuer ce forage. Dans le cadre d'un projet de forage de plus grande envergure comme le projet Epica, il va y avoir vraiment une vingtaine en fait, de personnes qui vont être impliquées dans à la fois le forage de la carotte de glace et la gestion de la carotte une fois qu'elle revient à la surface. Moi j'ai toujours beaucoup apprécié partir dans ces milieux-là parce qu'effectivement les conditions physiques sont dures, on travaille beaucoup, le travail est très intense. Mais c'est aussi une expérience qui est assez exceptionnelle en fait, de se retrouver avec rien autour de nous que du blanc. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye toujours d'apprécier, même dans les moments où justement on a froid et où on est fatigué. J'ai fait pas mal de missions. Habituellement, je me retrouve plutôt en station où on va être une cinquantaine, soixantaine de personnes. On est statique, on a des expériences qui sont ce qu'on appelle du suivi à long terme. Et donc on revient chaque année. S'assurer que les instruments fonctionnent bien. Et, voilà. Ça, c'est ce que je fais habituellement. Et là, pour un projet particulier, on avait pris des véhicules terrestres et on s'est déplacé en fait, à quelques centaines de kilomètres de la station. On s'est retrouvé en autonomie, en autarcie complète, pendant 70 jours à peu près. 60-70 jours. Et là, c'est là où on perçoit peut-être un peu plus ce qu'est l'Antarctique. Qui est un immense désert où l'homme n'a pas sa place en fait, où voilà, tout paraît surnaturel. On a ce blanc immaculé, ce bleu profond du ciel, et on navigue entre ces 2 couleurs sans aucun repère visuel, si ce n'est une ligne d'horizon qui est toujours la même. Et on a des effets un peu d'hallucination, où on perd des repères visuels. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué quand on est dans ces véhicules et qu'on se déplace dans ce champ de vision très monotone. En fait, on a parfois l'impression d'être sur une autre planète. C'est quelque chose qui est assez envoûtant et fascinant. Cette absence de repères visuels en fait. Ce blanc, bleu, ça fait vraiment des contrastes très, très forts dans les couleurs. Et c'est vrai que la vision finit par perdre ses repères et avoir des instants d'hallucination. Et du coup, l'œil finit par devenir très, très précis parce que la moindre particularité, si justement il apparaît quelque chose à l'horizon qui, voilà, et ben, l'œil va tout de suite le saisir. Par exemple, on est rentré dans des champs de mégadunes. Donc visuellement, si on arrête le véhicule et qu'on descend du véhicule et qu'on regarde l'horizon, on ne voit pas grand-chose de particulier. Sauf que lorsqu'on a un véhicule qui est devant nous, il disparaît et il réapparaît parce qu'il y a ces ondulations de très longue fréquence. Donc en gros, entre 2 sommets, on a 4 km.
et entre le creux et la bosse, on a une dizaine de mètres. Donc ces creux, ces bosses ne se voient quasiment pas, quoi. Il faut qu'on ait vraiment un véhicule devant. Et par contre, dès que l'on a le véhicule, alors là, on voit tout de suite apparaître ces ondulations. Il faut savoir que le socle rocheux, il n'est pas plat, hein, on a des vallées, des sommets, donc ça se répercute aussi jusqu'en surface en fait. Alors atténué, hein, du coup on n'a pas des pics, mais on a des ondulations qui viennent directement du socle rocheux. Par là-dessus se rajoute le vent et la distribution de la neige que le vent va produire, et on peut construire des ondulations, des zones assez particulières. Moi, ce qui a toujours été un petit peu difficile quand je partais sur le terrain, c'est le fait qu'on doit vivre avec le fait qu'il fait jour, 24 heures sur 24, que le soleil ne se couche jamais. Et ça, physiquement, je trouve que c'est assez compliqué à vivre et on se sent vite fatigué. Et puis, une chose qui peut sembler un peu paradoxale, parce que souvent on part avec des équipes qui sont relativement petites, même si on atteint parfois 20 ou 25 personnes sur les camps où j'étais au Groenland, j'ai toujours un peu ressenti que j'avais un manque d'espace en fait, parce qu'effectivement on est sur des terrains extrêmement vastes et vraiment isolés au milieu de la calotte, mais finalement on est sur des camps qui restent relativement petits pour la quantité de personnes qui sont présentes. Et donc c'était finalement ça qui était probablement le plus dur à vivre, et pas tellement les conditions climatiques, les conditions de froid, parce qu'on est extrêmement bien équipé quand on part sur le terrain. Et du coup, on arrive vraiment à faire face au froid. Là, actuellement, on a un projet de forage qui est en cours, dans un site qui est à quelques dizaines de kilomètres de la station Concordia, ça s'appelle Little Domsay, où il y a une nouvelle carotte de glace profonde qui est en train d'être forée et où on espère avoir de la glace qui pourrait remonter à 1,5 million d'années. En fait, pour déterminer l'endroit où on va faire une carotte de glace, avant ça, il va y avoir pas mal d'études préliminaires qui sont faites avec des missions de surveillance radar, en fait, comme des sortes d'échographies de la calotte de glace, qui vont nous donner des estimations de l'âge probable en fait, de la glace jusqu'à ce qu'on arrive en fait, au socle rocheux. Et à ce fameux site de Little Domsay, il semblerait qu'on puisse avoir de la glace qui est beaucoup plus vieille que celle qui avait été forée au site de Domsay. Et donc ça, c'est quelque chose, on en saura plus d'ici quelques années, une fois que la glace tout au fond de la calotte aura été forée et analysée.